Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bon, eh bien, je vous remercie de bien vouloir entendre un exposé qui est un exposé d'histoire des sciences. Et je sais que M. Driclès aime beaucoup cela, non pas mon exposé, mais l'histoire des sciences. Et par conséquent, on va changer un petit peu de style, si vous permettez. Je ne vais pas projeter beaucoup d'images, juste un schéma qu'on trouve dans les manuels pour nous permettre de visualiser, de voir la discussion. Bon. Par conséquent, une question de méthode, à savoir que s'intéresser à la science, du moins en ce qui me concerne, ou pour un historien des sciences ou des philosophes, la science qui se fait, donc la science en cours de route, consiste, pour ma part, à s'emparer d'un problème qu'on estime fondamental et en suivre l'histoire aussi longtemps que l'histoire continue, autant qu'on le peut. Tel est le problème de la collinéarité entre l'ordre chromosomique de certains gènes, les fameux gènes OX, remarquables par leur rôle comme facteur de transcription, mais surtout, comme le souligne Jean Deutsch dans un article, par leur groupement chez les vertébrés, remarquables aussi par leur expression sur l'axe antéro-postérieur des organismes étudiés. Cette coordination complexe que traduit la collinéarité est assurée, peut-on dire, par une propriété unique. Les gènes OX sont organisés le long des chromosomes dans une séquence qui reflète leur temps et lieu d'activité au cours du développement fœtal, par exemple des mammifères, puisque c'est une citation que j'emprunte à mon mentor Denis Duboul en 1998 et en prenant comme exemple les souris, ou la souris. Or, ce fut paradoxalement chez la drosophile que l'analyse génétique puis moléculaire, appliquée à deux groupements distincts de gènes homéotiques, Bithorax et Antennapedia, que nous devons la source principale de la génétique, puis de la biologie du développement. D'où la découverte de la collinéarité, que l'on appelle spatiale, découverte faite par Lewis. Puis enfin, je parlerai du passage aux vertébrés et à la notion de collinéarité dans le temps temporel. Enfin, nous jetterons un coup d'œil sur les premiers aperçus et les difficultés. Et enfin, en quelques mots, puisque le temps est très limité, nous nous demanderons où en sommes-nous. Alors, nous n'insisterons pas sur l'histoire de l'analyse génétique effectuée par Edward Lewis dans le groupe de Thomas Hunt Morgan et sous la direction de Alfred Sturtevant et la proximité de Kelvin Bridge, le découvreur de cette fameuse mutation bithorax. Je rappellerai seulement que les premiers pas vers les gènes homéotiques, le choix de ce qui sera nommé le complexe bithorax, c'est-à-dire le groupement de quelques gènes contrôlant les transformations des segments de la mouche, n'était pas un problème de développement, c'était un problème d'évolution. Le problème était le suivant pour Lewis. Comment concevoir une nouvelle fonction génétique dans l'évolution, c'est-à-dire l'apparition d'un gène nouveau dans un processus évolutif? La réponse n'était pas tout à fait nouvelle, elle nous frappe aujourd'hui après une centaine d'années du concept, c'est celui de duplication d'un gène ou d'un groupe de gènes. Une fonction nouvelle ne pouvait survenir qu'avec le maintien d'un gène déjà conservé, déjà existant. Venons-en maintenant à la collinéarité chez Lewis. Il y a eu toujours, écrit Edward Lewis, quelque chose de
biaisé, quelque chose de traître, écrit-il, de déduire la fonction normale d'un gène à partir des effets des mutations sur l'organisme. Le problème est particulièrement sévère lorsque les mutations ont pour résultat des changements morphologiques, c'est-à-dire homéotiques. Pour évaluer les fonctions normales, c'est-à-dire sauvages, des gènes du complexe bithorax, Lewis a adopté une procédure nouvelle. Il a construit un ensemble de génotypes dans lesquels le complexe bithorax fut entièrement manquant. C'est la fameuse mutation polycombe. Sauf pour la présence d'une dose de diverses régions sauvages de ce complexe. De cette façon, il peut montrer que les régions étudiées sont comprises entre l'instauration ou la suppression d'une structure spécifique. Deux propriétés fondamentales du système en découlaient. Premièrement, les gènes sont disposés dans le chromosome dans le même ordre où ils sont exprimés le long de l'axe antéro-postérieur de l'organisme. C'est cela qu'il appelait la collinéarité, ou la règle de collinéarité. Cette collinéarité a été trouvée dans tous les groupements du type bithorax où l'ordre chromosomique a été établi. Cette correspondance, dont le modèle explicatif était à trouver, je me permets ici d'insister sur une distinction qui a été pour moi un trait de lumière, à savoir la distinction entre les règles, par exemple la règle de collinéarité, il y en a d'autres, et les modèles destinés à expliquer les règles observées. Distinction qui donc a éclairé pour moi toute cette discipline, au fond, assez étrange, bien qu'évidente pour nous, qu'est la génétique. La plus expérimentale des sciences, peut-on dire, mais aussi la plus théorique. Alors, le deuxième point, c'est que plus un segment est postérieur dans l'organisme, plus il demeure, plus il est avancé dans le développement. Le stade originaire, chez Lewis, étant un stade thoracique. Tout ceci était exposé dans le célèbre article de Lewis, A Gene Complex Controlling Segmentation in Drosophila de 1978. Deuxième point, la découverte des homéobox, des homéoboîtes et le passage aux vertébrés. On sait que la découverte des homéoboîtes s'est produite en 1984 et le rôle dans le développement fut immédiatement résumé, quelques années plus tard, en 1987, dans un article de Walter Gehring, Homeoboxes in the Study of Development. Les premiers gènes homéotiques, écrit Gehring, furent clonés en l'absence de toute information biochimique au sujet des produits des gènes par un chromosomal walking et par la microdissection des bandes des chromosomes polytènes géants de la drosophile connus depuis très longtemps. C'est l'analyse structurale du groupement Antennapédia, donc il y a deux groupements distincts, Antennapédia et Bithorax. C'est l'analyse structurale du groupement Antennapédia qui conduisit à la découverte de l'homéobox, petit segment d'ADN d'environ 180 paires de bases, caractéristiques des gènes homéotiques. La signification, alors c'est ici le passage, la signification de l'homologie de l'homéoboîte fut démontrée en isolant les gènes homéotiques de la drosophile avec l'homéoboîte comme sonde. Plus important encore, les séquences homologues de l'homéoboîte ont été isolées chez les vertébrés, mammifères et humains. En conclusion, Walter Gehring pouvait écrire la comparaison des séquences des gènes homéotiques des insectes et des vertébrés suggère que les mécanismes fondamentaux du contrôle génétique du développement peuvent être similaires en dépit des différents modes de développement. Les conséquences de cette découverte furent rapidement consignées et rassemblées par Michael Ackham dans une revue, Ox et Hom. Alors HOM, c'est les gènes homéotiques de l'insecte, de la drosophile, et Ox, leur homologue chez les vertébrés. Alors, Ox et Hom, Homologous Gene Clusters in Insect and Vertebrate, de 1989. Lorsque l'homéoboîte fut identifiée,
il fut salué comme un motif unique des gènes de segmentation. Il est maintenant clair que les homéoboîtes sont présents dans un grand éventail de gènes régulateurs chez les eucaryotes. La structure, l'organisation, l'expression des gènes similaires à ceux d'Antennapedia chez les vertébrés suggèrent que les groupements des gènes OX chez les vertébrés sont des véritables homologues des gènes homéotiques chez les insectes qu'on désigne par HOM, par les gènes HOM. Il apparaît donc que les complexes HOM et OX révèlent le même ordre sur les chromosomes et soient les descendants, problème évolutif, d'une famille de gènes dont les membres étaient déjà distincts lorsque les lignées des insectes et des vertébrés ont divergé. Les gènes correspondants chez les vertébrés et les groupements des complexes chez des insectes montrent les mêmes frontières relatives d'expression le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon en développement. Enfin, quelle est l'organisation des gènes sur l'embryon, chez l'embryon, pardon. Alors ici, comme nous allons discuter un schéma et que mon topo devient un petit peu abstrait, j'ai uniquement pris comme exemple ce que tous les étudiants ont, c'est-à-dire, je l'ai pris dans un textbook, celui de Gilbert. Vous voyez au-dessus le complexe de la drosophile, les deux groupements Antennapedia et le groupement Bithorax qui sont distincts, séparés, et puis vous avez les quatre complexes que l'on trouve chez la souris, avec un facteur temporel que vous avez ici, c'est-à-dire l'extrémité antérieure et l'extrémité postérieure. Bon, alors c'est sur ce schéma tout à fait classique d'enseignement que nous allons proposer des remarques. En s'appuyant sur une homologie conceptuelle, on pouvait penser que chez la souris et la drosophile, tous les gènes homologues d'Antennapedia étaient présents dans le groupement chromosomique des gènes. 4 complexes ou groupements des gènes chez la souris apparaissaient bien comme des duplications, nous retrouvons le concept de duplication, d'un groupement ancestral. On savait bien que certaines duplications pouvaient être incomplètes, que des divisions auraient pu se produire, comme entre Antennapedia et Bithorax. Cette division, cependant, pouvait sembler récente dans la lignée qui conduit aux mouches, les insectes et les vertébrés, représentant 2 lignées majeures, comme l'écrit Akam en 1989, l'une étant celle des protostomes, l'autre celle des deutérostomes. Le problème qui aura sa propre histoire sera le problème de l'ancêtre commun, non seulement un groupement génomique, mais encore un réseau régulateur. Une remarque pour anticiper, vu le temps, je n'ose regarder l'heure. Donc j'anticipe maintenant, puisque nous avons le schéma. On notera ici le côté conceptuel de la revue. Lorsque les analyses seront plus précises, les études comparées de la distribution des groupements de gènes entre les espèces plus nombreuses, les problèmes vont surgir durant les 20 années qui vont suivre. Pour prendre un extrait de l'importante revue de Denis Duboul de 2007, The Rise and Fall of Hox Gene Clusters, le fait de 2 groupements génomiques, les complexes Antennapedia et Bithorax, furent juxtaposés artificiellement avec leur contrepartie chez les vertébrés, contribuèrent à la perception qu'un seul groupement des gènes OX existait chez les insectes. Non seulement la drosophile a 2 groupements de gènes séparés, mais ces 2 groupements sont différents l'un de l'autre. Antennapedia est plutôt désorganisé, avec des gènes non-HOM dispersés parmi les gènes HOM et avec des gènes HOM des insectes qui présentent des orientations de transcription opposées. Par contre, Bithorax est plus organisé et ressemble davantage aux gènes OX des vertébrés. Revenons à l'année
mirabilis l'année 1989. On peut citer l'étude de Denis Duboul et Pascal Dolé, par exemple, dont le titre « The Structural and Functional Organization of the Murine Ox Gene Family » ressemble that of Drosophila homeotic gene. Ici, le modèle de la formation des membres chez la souris, dans une autre étude de la même année, va être comparé à celui de la formation des membres chez l'oiseau. Lewis Wolpert avait déjà introduit le temps dans son modèle, ainsi que le concept d'information de position dans la concentration d'un gradient morphogène. Deux propositions furent avancées, l'une empruntée à Wolpert, concentration d'un gradient qui joue un rôle dans l'activation de la transcription, mais surtout la seconde, qui suggérait que les gènes du complexe OX-D, c'est-à-dire le dernier complexe, puisqu'ils vont parmi les quatre, le dernier, celui sur lequel Denis Duboul travaille, peuvent être ouverts ou fermés par la transcription, selon le mot de Duboul, open or closed for business. On prévoyait déjà à juste titre le rôle de la chromatine dans ce schéma. C'était une adaptation, là, du modèle de Lewis pour la régulation de l'expression des gènes homéotiques au cours du développement de la drosophile. Ce modèle, écrivaient les auteurs en 1989, intègre le temps comme un paramètre crucial parce que l'équilibre entre la croissance du bourgeon du membre et l'ouverture des séquences du groupement OX-D semblait être décisive. Ce rôle du temps annonce le concept non plus d'une correspondance ou collinéarité spatiale, mais d'une collinéarité temporelle chez les vertébrés. En parlant du temps, nous préférons parler, enfin attirer l'attention sur le timing, autrement dit, l'ordre physique des gènes le long du groupement de gènes, c'est-à-dire des complexes, qui reflètent la séquence temporelle de leur activation. Nous pouvons en tirer deux conséquences. La première, c'est que le timing de l'expression des gènes sera lié au type fortement organisé du groupement des gènes. Il sera une raison d'être de ce groupement, de cette organisation. La seconde, c'est que les gènes situés dans la partie antérieure du complexe doivent respecter le timing. Ne pas être exprimés plus tôt qu'ils ne le devraient, c'est la régulation qui assure le contrôle temporel. Comme l'écrira plus tard Denis Duboul, la collinéarité temporelle illustre la nécessité pour le développement de l'embryon de ne pas rendre actifs trop tôt les gènes postérieurs. La situation serait catastrophique alors pour le développement. On pouvait penser tenir un mode général d'explication, même si les mécanismes restaient à découvrir. Mais un des problèmes majeurs qui demeurait était celui des mécanismes de régulation. Le défi conceptuel, en 1998, donc 10 ans après, était de comprendre comment une série génomique de gènes, organisée sur le chromosome, nous dirons organisée en 6, peut coordonner des activités de transcription qui sont largement du domaine spécifique des gènes particuliers. D'après Denis Duboul, deux problèmes demeuraient présents à l'esprit, ou devraient demeurer présents à l'esprit, si l'on souhaitait tenter d'élaborer des modèles généraux touchant la collinéarité. On savait bien, depuis une dizaine d'années, que tous les animaux ne réalisaient pas leur collinéarité de la même façon. La drosophile et les insectes à courte bandelette germinale effectuent leur processus de façon différente des vertébrés. Ensuite, le problème du groupement des gènes OX n'est pas identique, bien qu'en relation avec celui de la collinéarité. Pourquoi et comment les gènes sont groupés ou non est un problème en soi. Denis Duboul en vint à se demander, et j'approche de la fin, il en vint à se demander si un lien causal existait entre l'activation par séquence temporelle et les régions spatialement exprimées comme on l'avait longtemps proposé. Il y a déjà quelque temps, il proposait en 2003 les hypothèses suivantes. Une première phase constituerait une première vague d'activation. Une seconde
pourrait rendre compte d'une collinéarité en intégrant les transgènes de façon aléatoire qui exécuteraient la seconde vague d'activation. Ces mécanismes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ils peuvent se surimposer, en fait, selon un article récent, découpler le temps et l'espace dans la régulation collinéaire des gènes OX. Je m'arrête donc avant l'étude comparée des différents types de groupements et de distribution des gènes OX. Les groupements peuvent être soit organisés, comme chez les vertébrés, soit désorganisés, comme chez l'oursin, divisés, comme chez la drosophile, atomisés, comme chez l'Urocordé oikopleura. Et pourtant, dans ce dernier cas, à notre surprise, les fragments de collinéarité spatiale étaient préservés. En 2003, Narik Mita et Denis Duboul s'interrogeaient sur le fait qu'une vue claire des différents processus ne parvenait pas à émerger. Elle n'y parvint pas encore. Il est possible que ces processus reflètent différentes phylogénies, et c'est le cas. Du point de vue de l'embryon, écrivait-il, tout mécanisme qui aboutirait à une distribution nécessaire des produits dans une structure axiale au juste moment est en fin de compte acceptable. Il en suit que la recherche d'une seule et universelle explication pour la collinéarité peut être une recherche vaine. C'est pourquoi les auteurs ont éprouvé tant de difficultés pour offrir un cadre conceptuel bien défini aux nombreuses données expérimentales. Il peut se faire que l'explication rationnelle de la collinéarité ne soit pas aussi esthétique que le phénomène observé lui-même. À la place de cette satisfaction, l'explication reflète seulement un bricolage sans autre logique que celle du résultat à obtenir, et c'était un hommage à François Jacob. Alors, juste quelques mots pour nous demander, pour énoncer où en sommes-nous. Premièrement, les études comparées s'étendent et apportent leurs surprises. Par exemple, le lézard, puis les serpents, massivement accumulé des rétrotransposons, dont Hervé vient de nous parler, ce qui rend les groupements de gènes plus grands que chez les autres vertébrés. Deuxièmement, l'histoire des phylogénies, selon les types de groupements des gènes OX, organisés ou désorganisés. Troisièmement, le problème, s'il se pose, des régulations fossiles. On peut douter que l'on puisse trouver la fonction ancestrale des gènes et leur collinéarité chez les espèces existantes. Différents mécanismes collinéaires peuvent coexister les uns avec les autres et l'accomplissement d'une régulation collinéaire peut avoir préparé son remplacement par une stratégie plus efficace, proposée récemment Denis Duboul et ses collaborateurs. Telles sont encore les recherches à venir, autrement dit, l'historien peut continuer à réfléchir. Merci.